Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Ravi de vous retrouver. Notre invité ce soir est la maire de Décines-Charpieu, Laurence Fautra. Bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Chapuis. Soyez la bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, notre expert politique Lionel Favreau. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo, bonsoir Laurence Fautra. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine qui, on le rappelle, est partenaire de cette émission. Alors d'abord votre parcours, votre CV, Laurence Fautra. On rappelle que vous êtes donc membre du Parti Les Républicains, maire de Décines-Charpieu depuis 2014. Vous aviez ravi ce bastion socialiste à l'époque. Vous avez été réélu l'an dernier au premier tour, on le précise. Vous êtes en politique grosso modo depuis l'époque de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy que vous appréciez particulièrement à droite, et professionnellement vous avez été notamment commercial dans l'agroalimentaire. Alors la thématique de votre émission ce soir, lié à l'actualité, après le nouvel embrasement dans les quartiers, les banlieues, comment en finir avec les violences urbaines? C'est la question qu'on va se poser. Que faut-il faire face à l'insécurité, face au trafic qui exaspère les habitants? Comment lutter contre ces phénomènes? Les écologistes ont-ils pris ces problèmes à bras-le-corps? On en parle donc ce soir avec Laurence Fautra, invitée de Lyon Politique. D'abord, ces incidents, voitures brûlées, mobilier urbain saccagé, policiers caillassés, ça vous inspire quoi? Ça vous met en colère? Ça fait naître chez nous, représentants de cette République, beaucoup de frustration et de colère, puisque on attend que l'État apporte une solution pérenne dans ces quartiers et qu'on en finisse avec cette zone de non-droit qui est prospère dans l'agglomération lyonnaise. C'est des zones de non-droit? Pour moi, oui, certaines plus fortes que d'autres, mais en tout cas, c'est des zones de non-droit, oui, effectivement, où la police parfois ne peut même plus pénétrer. Donc l'État s'est prononcé sur des actions, des outils, parle de reconquête républicaine, mais maintenant il est temps, parce que je pense qu'on paye un peu ce laxisme depuis de nombreuses années. Il est temps d'agir. Voilà, il est temps d'agir. On va parler des renforts de police qui sont débloqués pour l'agglomération lyonnaise, mais d'abord chacun y va de son explication là depuis quelques jours après ces violences, et j'aimerais qu'on écoute tout de suite le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Si ça pète, selon lui, c'est parce que les actions menées contre les trafics de stupéfiants dérangent. Écoutez Gérald Darmanin. Ces violences urbaines, elles ont notamment comme explication le fait que la police, depuis plusieurs semaines désormais, intervient, harcèle les points de deal. Et que s'il y a des violences urbaines, s'il y a des voitures qui peuvent brûler, s'il y a des policiers qui sont pris à partie, des élus qui sont menacés, c'est parce qu'avec les polices municipales, mais la police nationale en premier lieu, on intervient au démantèle chaque jour. Ça a été le cas évidemment dans la banlieue lyonnaise il y a quelques semaines de ça, avec des très gros trafics qui ont été arrêtés. Chaque jour, des points de deal. Et donc, plus il y aura harcèlement de ces points de deal, plus il y a manifestement réaction des dealers, mais à la fin, ce sera toujours la police qui va gagner. Alors c'est de la com de la part du ministre de l'Intérieur, ou vraiment l'État est passé à l'action? Vraiment. Le monde est peuplé de bonnes intentions, c'est des bonnes intentions. Alors c'est vrai que dans le cas, je pense, de mon collègue Jérémy Bréau à Bron, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé à la gouvernance de sa ville, il a un peu basculé ses quartiers, enfin bousculé, excusez-moi, ses quartiers, en imposant un peu plus de présence policière, aussi bien municipale, et demander des renforts au niveau de la nationale. Et c'est vrai que le fait d'être présent sur les lieux dérange automatiquement. Alors justement, le gouvernement avait annoncé l'arrivée à Lyon de 300 policiers nationaux. Est-ce que ces renforts commencent à arriver? Est-ce que la police nationale est plus présente? Est-ce que vous sentez sur le terrain? Alors moi je peux pas, il y a 300 à l'échelle de l'agglomération. Vous parliez tout à l'heure de zones de non-droit où la police hésitait à entrer. Est-ce qu'il y a sur Décines des zones où la police hésite à entrer? Vous êtes en contact, j'imagine, avec les commissaires de quartier, de la commune, etc. Alors, la police nationale, attention, fait son travail, et dans notre ville et dans les villes limitrophes comme Mézieux est présente, mais des fois, heureusement que la police municipale est en renfort pour le maillage, pour être présente au plus près des attentes de la population. Malheureusement, je pense qu'il y a un manque d'effectifs, et je pense que ces 300 personnes, je ne sais pas vers qui elles vont aller, comment elles vont être fléchées. Est-ce qu'elles vont être fléchées sur des grosses villes? En tout cas, sur Décines, j'ai pas eu connaissance d'effectifs. Elles vont être fléchées sur les quartiers de reconquête républicaine, voilà, notamment. Vaux-en-Velin, Rieux, enfin voilà, là où il y a vraiment des gros problématiques. Bonne nouvelle.
Oui. Le gouvernement se bouge, en gros c'est ça la réponse. Le gouvernement se bouge ou pas? Ce que dit Gérald Darmanin, c'est vrai ou c'est du flanc? Pour ces grosses communes qui ont des gros quartiers en politique de la ville, mais il n'y a pas que ces grosses communes, puisqu'on est tous impactés. Fézin n'est pas une grosse commune, Dessines n'est pas une grosse commune. Enfin, voilà, il faut répartir en tout cas sur tout le territoire et même au-delà de l'agglomération en France. L'an dernier, vous aviez parlé d'ambiance de guérilla et même suggéré d'envoyer l'armée dans les quartiers. Est-ce que c'était des mots appropriés? Au bout d'un moment, pour rétablir... J'avais parlé, M. Favreau, de l'armée pour faire respecter les confinements, puisqu'on se rendait compte que le confinement, vous savez, c'est pas avec une équipe de 20 policiers municipaux qu'on arrive à faire mettre des masques parfois. Malheureusement, on a certaines personnes, souvent dans ces quartiers, qui ne respectent pas l'interdiction de couvre-feu. Mais est-ce que ce genre de déclaration peut mettre de l'huile sur le feu, faire une escalade, ou est-ce que ça peut être un électrochoc? En tout cas, il faut donner les moyens. Si c'est pas l'armée, j'ai demandé aussi l'opération Sentinelle quand nous avons eu des problèmes avec les loups gris et la déferlante Donc c'est des extrémistes turcs? Voilà, des extrémistes qui sont arrivés dans notre... Voilà, il faut de l'aide, il faut du renfort. On a beaucoup entendu des policiers exaspérés. On va regarder une citation d'un policier municipal, c'était dans le Progrès, policier qui explique que le climat de violence qui n'existait... On vit dans un climat de violence qui n'existait pas il y a 10 ans à Lyon, selon lui, et beaucoup de policiers municipaux qui jettent l'éponge. Ouais. On a aussi d'un autre côté certains habitants des quartiers qui disent qu'il y a parfois un manque de respect des forces de l'ordre. En tout cas, il faut travailler, il y a un lien à restaurer entre la population et les forces de l'ordre dans ces quartiers? Écoutez, moi je peux parler que de ma police de proximité qui est là pour assurer une tranquillité publique. Ils sont en pédestre, comme on dit, toute la journée, ils déambulent dans la ville, ils sont en lien direct avec cette population, ils connaissent l'environnement et ils sont là pour dialoguer avec la population. Donc le respect, pour moi, est de mise. On n'est pas là pour Quand on parle de contrôle au faciès, même Emmanuel Macron a utilisé ce terme. Est-ce que ça vous semble exagéré ou une réalité? Maintenant, les policiers ont des caméras qui fait que quand il y a un échange un peu plus musclé, on branche la caméra pour justement s'assurer du bon comportement des protagonismes, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc voilà, on a des caméras qui vérifient. Alors, je nie pas qu'il peut avoir des dérapages. Ça peut arriver, mais logiquement, ils ne sont pas formés pour ça. Ils sont formés pour le dialogue, pour faire de la prévention et pour rassurer, pour faire de la tranquillité publique. Alors, il y a un autre phénomène qui a inquiété récemment, c'est des policiers qui se sont retrouvés pistés à la sortie du commissariat jusqu'à leur domicile. Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète? Est-ce que vous l'avez constaté sur votre commune? Parce que ça a été le cas d'autres communes de la banlieue, puis Lyon également. On n'a pas été dans ce cas-là, donc je ne peux pas m'exprimer sur ce sujet. En tout cas, c'est inquiétant d'en arriver là. C'est choquant. C'est choquant, tout à fait. Ces violences, évidemment, ravivent à chaque fois le souvenir des émeutes en banlieue, 2005, 2015 et j'en passe. Il y a les rénovations urbaines dans ces quartiers, mais il y a aussi toujours le chômage, la pauvreté, les discriminations, les inégalités. Et donc, ce qui suit, les trafics et les révoltes. Le mal est quand même très profond. Il est profond, il est présent depuis de nombreuses années. C'est pas faute d'avoir injecté de l'argent dans cette politique de la ville, dans ces quartiers en QPV. Est-ce qu'on a trouvé les bonnes solutions? Est-ce qu'il faut pas faire, comme dans les zones en rue, démolir ces grandes barres, ouvrir ces quartiers qui avaient lieu d'être construits dans les années 70, puisqu'ils répondaient à une demande d'ouvriers, il fallait loger, démographique, mais il y avait du travail. Donc il y avait moins de désespérance. Les gens venaient, il y avait les écoles, il y avait les commerces, mais on travaillait, on dormait et on repartait travailler. Maintenant, le problème, c'est qu'on reste enclavé dans ces quartiers et c'est là où se passent des phénomènes incontrôlables. Dans les années 80, Harlem Désir avait lancé une expression qui a souvent été reprise de nettoyer les cages d'escalier, donc d'investir de l'argent. Donc vous avez parlé de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Est-ce que ces opérations qui ont coûté des milliards d'euros dans les banlieues, est-ce que c'est globalement un échec ou on en voit quand même des effets positifs? Enfin, moi, au niveau des cages d'escalier, on n'a pas eu une zone en rue, mais on a eu une grosse réhabilitation sur nos quartiers sur le premier mandat. Il y a encore beaucoup d'occupations de cages d'escalier. Donc, alors, après, les bailleurs ne sont pas équipés pour faire respecter les règlements intérieurs, les règlements de mieux vivre ensemble. Il faut plus de policiers, de médiateurs, de présence humaine. La police de proximité, la police municipale est là, elle discute, elle échange avec les habitants. Mais les habitants n'en peuvent plus. Parce que ce qu'on voit arriver là, on a un phénomène sur Dessines, si vous permettez. On a des mineurs isolés qui normalement devraient être dans des foyers.
c'est-à-dire qu'ils devraient être encadrés. Ils sont encadrés, ces mineurs isolés. Écoutez, récemment, en lisant les rapports de police, de ma police, je me suis rendu compte que certains mineurs venaient tous les jours à Dessines pour vendre du cannabis à un endroit bien précis. Donc, vous savez, nous, on part le matin avec une sacoche, on va travailler. Eux, ils partent avec une petite valise, ils viennent travailler à Dessines et le soir, ils rentrent dans leur foyer. Et j'ai saisi le procureur de la République en disant, mais comment ça se fait que ces jeunes adolescents puissent librement faire ce business et qu'on les encadre pas plus? C'est une compétence... Vous avez une réponse? Non, c'est une compétence aussi métropolitaine. Donc j'attends des réponses parce que c'est... Y compris de Bruno Bernard, le président de la métropole. Alors justement, la jeunesse, vous me faites la transition toute seule, les jeunes doivent être encadrés, c'est ce que disent souvent les éducateurs qui travaillent, qui les accompagnent au quotidien. J'aimerais qu'on écoute ces éducateurs de Rieux-la-Pape que BFM Lyon a rencontrés. Ils déplorent notamment, écoutez, les effets de la crise sanitaire. C'est autant d'activités qui sont hyper importantes pour les jeunes, qui ont été interrompues de manière totale. Mais c'est vrai que les jeunes sont désœuvrés et quand on est dans le désœuvrement est toujours source de tension. Ici à Rieux, comme dans tous les quartiers de France, il faut savoir que c'est un vivier de jeunes talents qui demandent juste à s'exprimer. Donc ils ont besoin d'un encadrement et je pense que des jeunes bien encadrés, ça évitera beaucoup de problèmes. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement encadrer, occuper les jeunes, c'est la clé. La crise sanitaire a montré que justement, ces gamins n'ont pas pu avoir accès au sport, à la culture, à cet encadrement. Ils l'ont peut-être pas retrouvé aussi dans la cellule familiale. On a beaucoup de jeunes parents isolés, des structures monoparentales, comme on dit, où c'est compliqué de cadrer un enfant quand on est tout seul. Donc, voilà, ils sont en désespérance. Et puis, des fois, la désespérance amène à faire des mauvais choix. On a même parlé de violence défouloir post-déconfinement. Est-ce que c'est une expression appropriée? Ça peut... Alors, bon, défouloir, je sais pas. Il y a toujours des défouloirs. Il n'y a pas besoin d'avoir cette crise sanitaire pour se défouler. Il y a toujours une bonne raison pour se défouler. Cette expression relève de ce qu'on appelle la culture de l'excuse ou est-ce que c'est un phénomène... Oui, c'est la culture de l'excuse. Parce que, vous voyez, au 14 juillet, le fait d'acheter des mortiers et de les faire exploser devant les forces de l'ordre et un peu partout, enfin, voilà, c'est du défouloir aussi. Ça n'a rien à voir, en tout cas, avec notre fête nationale, ça c'est clair. C'est du défouloir. Vous avez commencé à l'évoquer, Laurence Fautra, face à la délinquance. Il y a vos collègues, maire de Bron, maire de Rieux-la-Pape, qui s'attaquent frontalement, vos collègues de droite s'attaquent frontalement au problème, avec un discours de fermeté, fin du laxisme, un peu à la manière d'un Nicolas Sarkozy. Mais vous pensez vraiment que c'est la bonne méthode? Est-ce que ça attise pas les violences? En tout cas, c'est un état de fait. Maintenant, s'attaquer aux représentants de la République de différentes manières, aussi bien des menaces de mort que des insultes. Moi, j'ai subi des insultes de la part des loups gris sur un mur à mes yeux. Franchement, on n'a pas signé pour ça. Nous, non, mais ça, on est d'accord, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que la méthode du sarkozysme municipal, comme certains l'expert l'appellent, est-ce que c'est la bonne méthode et la bonne stratégie? Je ne sais pas si ça appartient à Nicolas Sarkozy. Il avait dit effectivement qu'il fallait faire un petit nettoyage au Karcher. Moi, j'aurais du mal à employer ces termes. En tout cas, il faut rétablir cet état de droit et ces règles qui font partie de notre démocratie et de notre République, monsieur. Est-ce que vous pensez que la droite a un problème avec ces quartiers? Est-ce qu'elle les a trop stigmatisés? Et du coup, est-ce qu'elle est difficile à être écoutée maintenant par ces jeunes des quartiers? Ou est-ce que ça se passe bien? En tout cas, nous, on n'est pas là pour faire du clientélisme. On est là pour remettre un socle commun et permettre à cette jeunesse de s'exprimer, mais en faisant les bons choix et en leur mettant à disposition la culture du travail, le fait d'avoir accès au savoir. C'est pas en arrosant de subventions diverses et variées qu'on va régler le problème, ça c'est sûr. Voilà, je ne sais pas si c'est de la fermeté, mais en tout cas c'est la réalité. Et les habitants, parce que nous, on peut se plaindre de nos attaques, mais c'est les habitants qui au quotidien vivent avec cet état de fait, quoi. Au quotidien. Donc c'est les habitants qui vous réclament cette fermeté. C'est les habitants, mais bien sûr, tout le monde a envie de vivre tranquille. C'est normal. Il y a quelque chose qui interpelle, c'est le profil des fauteurs de troubles là, dernièrement sur les violences urbaines. Il y a beaucoup d'adolescents très jeunes. Écoutez ce représentant syndical de la police dans le Rhône, c'était cette semaine sur BFM Lyon. Les mineurs sont de plus en plus tôt, malheureusement, mis en cause dans des affaires délictuelles. Les grands ou les grands frères, comme certains les appellent, ont tendance quand même à aller envoyer les petits, à aller faire des bêtises à leur place.
Je pense savoir... Est-ce qu'ils risquent moins de choses s'ils sont arrêtés? Bien sûr, à moins de 13 ans, vous avez quasiment aucune chance d'être en garde à vue, sauf si vraiment des faits sont graves. Hein. Faut des peines plus sévères pour les mineurs? Problème, alors on a parlé tout à l'heure des mineurs isolés, mais les mineurs, on voit bien que la cellule familiale, qu'est-ce que font ces mineurs dehors? On va quand même pas mettre un couvre-feu pour les mineurs aussi. En tout cas, ils savent très bien, les plus âgés savent très bien qu'en les utilisant, ils seront relâchés dans les 24 heures. Certains élus avaient demandé la suppression des allocations familiales pour les parents dont les mineurs étaient mis en cause. C'est quelque chose que vous prenez à votre compte? Alors nous, on peut, sur les allocations familiales, c'est pas une compétence communale. Non, mais c'est une position politique. Mais tout à fait. Tout à fait. Il faut des sanctions. Il faut des sanctions plus fermes. Qui visent aussi les parents. Voilà, après accompagner ces familles qui sont un peu dans la difficulté et essayer d'aider à l'encadrement de ces enfants et à remettre un peu d'éducation dans ces foyers. Il faut, parallèlement, il n'y a pas que la répression. Il y a aussi il faut les accompagner, ces personnes. Il ne faut pas les laisser seules. Vous, à Dessines, vous affirmez que la délinquance a baissé depuis que vous êtes divisé par deux. Aux manettes. C'est quoi votre recette? Plus de policiers, des policiers armés, des caméras? Plus de policiers de fait, puisqu'à mon arrivée, on a été obligé aussi de constituer une équipe un peu plus importante du fait d'un équipement métropolitain d'envergure qui était un stade. Et puis, à mon arrivée, j'avais aucune caméra. On en a une centaine. Et ça marche. C'est un outil parmi tant d'autres qui marche. On avait même poussé l'expérimentation, voir si on pouvait utiliser des drones, mais on a été un peu recalé par l'État. Et là, on a trouvé un autre outil qui est pertinent et qu'on va bientôt appliquer, c'est la mutualisation. Mutualisation avec notre voisin qui est la commune de Mézieux, c'est-à-dire mutualiser en fin de compte nos forces, nos polices, de manière à couvrir un maillage plus important, puisque géographiquement, on est très proche. On s'est déjà aidé mutuellement avec nos polices municipales lors d'événements. Moi, j'ai eu des renforts de Mions, de Pierre-Pénite, avec des briganes, avec des chiens, par exemple, lors d'événements de football. Mais là, on va continuer plus dans cette mutualisation. Vous avez déjà évoqué un autre thème qui est le communautarisme. Vous avez parlé des loups gris, ces extrémistes turcs venus dans votre ville pour en découdre avec des Arméniens. On a aussi vu que des écoles clandestines islamistes avaient été démantelées dans votre commune. Ça veut dire que la propagande démarre de plus en plus tôt vis-à-vis des jeunes. C'est un phénomène que vous avez vu se développer, qui vous inquiète sur votre commune. Est-ce qu'il y a des manières de lutter entre État et maires, élus locaux? En tout cas, ce constat, on l'a fait. Puisqu'on a eu des demandes effectivement d'installation. Alors ça part toujours sous couvert. On a eu l'occasion d'échanger longuement là-dessus, Monsieur Favreau, sur d'associations. Et puis après, un grand dossier de Mac de Lyon. Voilà, je rappelle ce beau dossier. Et puis après, évidemment, on a des demandes d'ouverture d'écoles qui ne sont pas sous contrat. Et l'Éducation nationale autorise ce genre d'établissement qui n'est pas contrôlé. Moi, je le dénonce. Je l'ai dénoncé auprès de notre député. J'ai dénoncé auprès de nos représentants à la préfecture. Maintenant, voilà. C'est un État, en tout cas, qui est enfin, c'est bien prêt. Mais en tant qu'élu, vous avez des pressions, c'est difficile à vivre. Vous avez évoqué des menaces sur un mur tout à l'heure. Oui, mais là, c'était dans le cadre des loups gris, quand ils sont venus dans Dessines, effectivement. Juste pour revenir, Laurence Fautra, sur cette mutualisation entre communes de droite, vous sous-entendez que les écologistes au pouvoir à la métropole, à la ville de Lyon, n'en font pas assez pour l'insécurité? Vous pensez qu'ils n'ont pas pris à bras-le-corps tous ces problèmes? Enfin, moi, je n'ai pas à m'ingérer dans la politique du maire de Lyon. Par contre, non, mais sur la métropole. Sur la métropole. Mais par contre, sur la métropole, moi, ce que je peux simplement me permettre de réagir, c'est ce que j'ai vu récemment lors de la manifestation pour les droits des femmes lundi dernier. Une élue, je crois, du 8e, une adjointe même du 8e, qui tenait une pancarte marquée « Police scandale ». Comment ? Ma question, en étant élu de la République, pouvons-nous accuser notre police, la stigmatiser en disant qu'elle participe à des viols ou qu'elle... Enfin, c'est plus possible. Comment voulez-vous, après, qu'on soit des exemples quand un élu, c'est un gros dérapage et qui mériterait un gros recadrage de la part de son maire, c'est clair. L'insécurité qui est liée à des questions d'urbanisme, on l'a évoqué, les Verts qui veulent construire beaucoup de logements sociaux. Il y a par exemple Gérard Collomb qui craint une ghettoisation à nouveau des
une population défavorisée qui sera concentrée. Vous partagez cette inquiétude? Il faut de la mixité. Il faut de la mixité. Et puis, il faut... alors nous, dans notre cas, c'est vrai qu'on a un quartier en politique de la ville qui est juste à la frange d'une grande friche. Et derrière cette grande friche, il y a un grand stade où il y a beaucoup de richesses. Et ben, l'aménagement de cette grande friche va être aussi un ascenseur social pour ce quartier, et il faut l'ouvrir. Il ne faut pas, non, en rajouter une couche. Ça, c'est clair. Et autre question rapide avant de passer à autre chose sur les transports. Là, l'enjeu, c'est de désenclaver, désengorger. Vous militez toujours pour prolonger le métro A vers Dessines. Les trams ne suffisent pas? Oui, je milite, et après, les faits sont têtus. Vous savez, quand vous avez une démographie qui explose, quand vous avez l'économie qui s'installe sur cette grande plaine qui pousse vers la plaine de l'Ain et l'Isère, quand vous avez des équipements d'ampleur métropolitaine et internationale, un équipement international, évidemment, il va falloir transporter toutes ces personnes. Et donc, il vous faut un métro. Et il faut le métro, la prolongation du métro A jusqu'à Dessines, mes yeux, et peut-être plus loin. Alors, comme chaque semaine, vous pouvez participer à l'émission, vous le savez, en posant une question à notre invité via les réseaux sociaux de BFM Lyon, Facebook ou Twitter. On regarde la question. Après le Groupama Stadium, Dessines va accueillir l'OL Arena et un centre de loisirs. Est-ce qu'il y a des retombées positives pour votre commune, Laurence Fautra? La gloire. Et à part ça? Et bien, à part ça, on va faire en sorte que oui. Voilà, on y travaille. En termes de transport, c'est la catastrophe annoncée ou pas? Au niveau de l'accessibilité, en tout cas, il y a un gros travail à faire sur l'accessibilité. Nous, évidemment, le but, c'est que les Dessinois puissent rentrer et sortir de leur ville aisément. Donc là, il va y avoir un gros travail à faire avec la métropole de Lyon, effectivement, et les porteurs de projets. À l'époque, vous vous étiez opposé au grand stade. En tout cas, vous aviez émis des réserves et des craintes. Avec ces années de recul, vous diriez que la balance inconvénient-avantage, on a beaucoup travaillé sur ce projet et malheureusement peut-être pas suffisamment encore. Il aurait fallu à l'époque du lancement de ce projet encore travailler davantage pour plein de choses. Mais bon, on va pas refaire l'histoire. Le stade est là, il faut en tirer le plus de choses positives possible et toujours en lien avec les Dessinois. Je rappelle que cette ville est quand même à une fragilité financière qui est malheureusement qui est là et voilà. Et ça apporte de l'argent? Ça apporte des emplois, ça apporte un dynamisme? Ça apporte des emplois, ça apporte effectivement une certaine visibilité. Mais de là à apporter la richesse, peut-être qu'un jour oui, pour l'instant non. Vous regrettez parfois qu'on ne parle pas du grand stade de Dessines et plutôt du Groupama Stadium ou du stade de l'OL? Non, moi ce que je regrette, c'est qu'on ne respecte pas le territoire. C'est ce que j'ai souvent dit au président. À l'époque, il voulait appeler OL City. Je disais, on ne peut pas avoir deux villes. Vous dites président, c'est Aulas. Oui, président Aulas, oui, monsieur Aulas. Oui. Et on ne peut pas avoir deux villes dans une ville. Donc Jean-Michel Aulas a fait main basse sur la ville? C'est pas non, là, je ne laisserai jamais faire. Je laisserai faire. Il est à l'écoute de nos demandes. Il faut qu'il y réponde davantage. Mais il fait son projet. Il fait son projet. Et c'est la grosse machine OL qui passe un peu par-dessus la commune. Mais on est quand même, je suis le garant des Dessinois. Allez, on passe à la dernière partie de cette émission. Les questions sans tabou avec des réponses assez courtes. Première avec Lionel. Cette semaine, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Vous y avez fait allusion. Votre parti n'a jamais été en pointe. Rappelez-vous, pour les élections métropolitaines, pas de tête de liste femme. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous faites entendre votre voix? C'est un faux débat. Nous, on avait pris le parti. Ça, c'était un faux débat qu'on avait fait pour François-Noël Buffet. C'était une volonté de faire des binômes. Est-ce que les écologistes ne sont pas plus exemplaires que la droite aujourd'hui? Mais exemplaire, c'est pas le fait de mettre une femme en tête de gondole qui va faire que le projet va être plus ambitieux et Pensez que ça peut être un alibi? Vertueux. C'est plutôt un alibi, ouais, d'une bonne conscience. Moi, j'ai pas l'impression d'être derrière un homme, j'ai l'impression d'être au même niveau. Et pour vous, entre que femme politique, maire, est-ce que ça n'a pas été au début un peu difficile, parfois avec le préfet, avec Jean-Michel Aulas, pour vous imposer? Ça a été très compliqué, oui. Oui, parce que c'est un échiquier qui est quand même constitué de beaucoup de testostérone. Il faut trouver sa place, se faire respecter, et une fois qu'on l'a trouvé, voilà. Vous vous êtes fait rabaisser? On a tenté de le faire, à votre sens? On essaye toujours voilà, mais ils ont vu qu'ils avaient affaire à du caractère quand même, un fort caractère, donc ça va. Vous êtes une sarkozyste, je le disais, Nicolas Sarkozy qui a été condamné à une peine d'1 an de prison ferme, notamment pour corruption. Vous lui renouvelez votre soutien malgré tout? Tout à fait, tout à fait. Oui. Vous pensez qu'il va aller en prison?
la vérité, un jour, on dit que la vérité n'a pas besoin d'être défendue. J'espère qu'en tout cas, cette vérité, un jour, sera à la lueur de tout le monde. Et est-ce que vous faites partie de ceux soutiens de Nicolas Sarkozy qui s'attaquent au parquet national financier, qui s'attaquent à la justice, qui critiquent en tout cas, attendez, je vais finir ma question, parce que ce sont les mêmes qui, dans le même temps, réclament l'intransigeance face à la délinquance, les peines, que les peines soient purgées. Ce sont ces mêmes-là qui critiquent la justice. Il y a une justice à deux vitesses, celle des puissants et celle des faibles. C'est ce qui ressort dans cette affaire ? Oui, peut-être, oui. Enfin bon, et vous le regrettez ? Je le regrette fortement, oui, tout à fait. Enfin, ça a été créé, le parquet national financier, par M. Hollande, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y a pas entendez quoi ? Non, mais bon, est-ce On a qu'il y a pas l'impression à vous entendre que vous parlez d'une justice politique. Hein. Oui, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une justice politique ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'acharnement concernant M. Sarkozy ? Bon, je ne suis pas non plus dans le secret des dieux. Dans le secret des dieux, voilà. Dernière question, sans tabou et d'actualité, il y a le président de la région, Laurent Wauquiez, candidat à sa réélection, qui est épinglé par Mediapart pour son clientélisme. En gros, avoir distribué des subventions en priorité à ses amis, donc les communes de droite et surtout aux communes de la Haute-Loire. Il y a matière à scandale ou pas, selon vous, sur le clientélisme de Laurent Wauquiez ? Je ne suis pas à juger, enfin, ça appartient à ceux qui le disent. Non, mais c'est votre parti. Moi, en tout cas, ce que je peux dire pour le président de la région, Laurent Wauquiez, c'est qu'il a toujours été à mes côtés, alors que la métropole n'a pas été là. Parce que vous êtes LR ? Ah non, parce que j'avais des projets, parce qu'il a été écouté. Non, je pense pas qu'il soit dans ce jugement-là. Il a été à mes côtés quand je lui ai demandé d'être à mes côtés sur la vidéo, sur des projets d'investissement, parce qu'il savait aussi la situation de Dessines. Donc vous avez eu des subventions. Oui, entre autres, mais la métropole m'en a pas porté à l'époque de M. Gérard Collomb et ne m'a pas aidé dans la mise en route du stade. Donc est-ce que le clientélisme, c'est un raccourci, M. Chapuis, c'est un raccourci. Merci d'avoir été notre invité, merci, Laurence Fautra. Merci Lionel, et merci à vous d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique. Merci.